Voilà, donc de retour pour la troisième partie, toujours avec Demian, toujours sur l'autre terre des dieux, la Roumanie. Voilà, on a vu un peu ce qu'il y avait dans le film. Maintenant, on va passer aux questions du public, parce que les métanotes sont pas mal de questions. Déjà, on me dit, Demian, bonsoir, Louana viendrait des étoiles, pourquoi ne pas dire plutôt qu'elle viendrait du ciel? Il se pourrait qu'elle vienne d'un autre continent par les airs. Eh ben, c'est une très très bonne question. Et tu vois, à chaque fois que je donne des interviews, il y a toujours des questions pertinentes qui me donnent matière à réfléchir. Et pourquoi pas, ouais, c'est possible que cette divinité qui soit venue soi-disant des étoiles. Alors quand je dis qu'elle vient des étoiles, c'est la tradition orale locale qui dit qu'elle vient des étoiles. Hein. C'est encore une fois de plus, nous on ne dit rien, on n'affirme rien, on a simplement donné la parole au folklore roumain, à tous ces gens qui connaissent ces légendes. On n'a fait que rapporter finalement leurs propos. Maintenant, même pour eux, il est peut-être concevable que s'il y a eu une divinité, hein, mettons, elle ait pu venir du ciel, mais peut-être d'un autre continent, c'est fort probable. C'est pas à exclure. Dans le cas où on accepte l'idée qu'il y a eu à une époque reculée... Sachant qu'en plus, il y a eu... tu fais le lien d'ailleurs dans le film avec les autres légendes, celles de Quetzalcoatl, etc., qui sont un peu équivalentes, c'est-à-dire à chaque fois on parle d'un être qui vient du ciel et qui amène la apporte sa civilisation. connaissance, ouais, qui apporte sa connaissance et qui, si je puis dire, aide les hommes dans leur développement, l'éduque, si je puis dire aussi. Donc voilà, c'est pas, on peut pas écarter aussi cette... Alors lié, réflexion. évidemment avec on va dire la légende de Enki, de Anu, Enlil, qui se baladait sur son vaisseau et qui allait apporter la civilisation aux hommes, c'est ça? Voilà, parce qu'on parle aussi dans la région de Louana, donc qui est la région de Alonis-Nuku. On parle donc de d'une guerre des dieux, d'une guerre entre ceux qui voulaient, on va dire, détruire l'homme et ceux qui voulaient le protéger. Et on revient en fait dans ce mythe qui est dans le Mahabharata, Qui est dans le Mahabharata de cette aussi. guerre des dieux justement. Des dieux, et on le retrouve aussi en Roumanie. Alors c'est ça qui est intéressant. Oui, ça c'est des connexions qu'on n'imagine pas. Ouais. Alors on me dit, alors bonsoir, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que Monsieur Day croit-il en l'existence des extraterrestres? Ouais, moi j'y crois personnellement. Ouais. Après, pareil, je reprends le truc à l'envers comme la question précédente. Quand on parle d'extraterrestres, on ramène en fait extraterrestres en fait au phénomène OVNI. Je pense que c'est ça aussi. Mais la question c'est ce qu'on appelle extraterrestre. Pourquoi est-ce que ça viendrait extraterrestre finalement c'est quoi? C'est un être qui n'est pas humain, c'est un non-humain. Qui n'est non terrestre. Non terrestre, mais pourquoi pas intraterrestre aussi? Tu vois, genre ça pourrait être intraterrestre, comme ça pourrait être extraterrestre, mais on n'a pas non plus la réponse. Et c'est pour ça qu'en fait, on va dire, le credo du film, c'est et si nous n'étions pas seuls dans l'univers, si nous n'étions pas seuls dans l'univers, les réponses ne sont peut-être pas au-dessus de nos têtes, mais sous nos pieds aussi, tu vois. Peut-être qu'avant d'aller chercher des réponses, on va dire, loin dans l'univers, peut-être qu'on devrait essayer de creuser un peu plus profondément pour voir s'il n'y a pas des restes justement d'anciennes civilisations qui pourraient nous donner plus d'informations sur finalement qui nous sommes, d'où nous venons. Alors on me dit, est-il vrai que Jacques Grimaud a tenté de te demander de tourner son film suite au clash avec Pouillard? Ça c'est un peu question, voici. Est-ce qu'on en parle ou pas? Non, moi je n'étais pas obligé. Moi personnellement, si c'est pour rentrer après dans un clash encore, c'est pas la peine. Mais, On ne va pas tomber dans un clash, mais j'ai profité justement de cette interview pour mettre quelques points au clair. D'accord. Suite au clash entre Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, les choses sont simples. Moi, j'ai été démarché par le producteur de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, qui s'intéressait à mon travail et qui savait que j'avais besoin d'un coup de main. Donc il est venu m'aider à coproduire le film dans la post-production. Sans lui, on n'aurait pas eu le résultat qu'on a là aujourd'hui à l'écran. Il m'a permis de rémunérer mes collaborateurs qui au début étaient bénévoles, mais finalement ça a été très bien parce que ça leur a permis de pouvoir me suivre jusqu'au bout de l'aventure. Ça représente quand même énormément de travail. En avril ou mai, j'ai été convoqué à un rendez-vous avec Jacques Grimaud et Adrien Moisson. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu le clash entre Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, puisque le clash a eu lieu en septembre, si je ne me trompe pas. Et Jacques Grimaud m'a dit clairement, je veux que ce soit toi qui fasse et réalise mes prochains films sur la révélation des pyramides. Il m'a posé ça, le truc comme ça, de but en blanc sur la table.
et j'étais scotché. J'étais scotché parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait cette démarche de me demander de réaliser son film alors que je ne suis pas officiellement réalisateur, je n'ai pas le savoir-faire et la connaissance de Patrice Pouillard, son ancien associé, et surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas sorti mon film, puisque le film est sorti il y a seulement 2 semaines, et je lui ai dit, oh là, est-ce qu'avant, on ne devrait pas, attends de voir le film, voir déjà si ça rentre dans ce que tu veux, dans ce que tu attends d'un film, parce que tu vas peut-être un peu vite. Et surtout, j'ai été choqué par cette démarche parce qu'il n'a pas été tendre vis-à-vis de Patrice Pouillard. Et j'ai trouvé ça un peu dur vis-à-vis de Patrice Pouillard parce qu'il était en train carrément de le descendre devant moi. Il était en train de me dire que Patrice Pouillard, de toute façon, ne connaissait rien, que c'est lui qui lui avait tout appris, et qu'avant qu'il aille, on va dire, l'éduquer, lui enseigner certaines choses, Patrice Pouillard était un pauvre réalisateur en train de faire des pubs pour Coca-Cola ou McDonald's ou je ne sais pas quoi, et que c'est grâce à son enseignement à lui que Patrice Pouillard a pu faire La Révélation des Pyramides. Alors bien sûr, un film comme La Révélation des Pyramides, c'est avant tout un sujet intéressant, donc un auteur, Jacques Grimaud, et un super réalisateur, Patrice Pouillard, et que c'est l'alchimie parfaite et qui a créé ce film qui est juste, on va dire, extraordinaire, qui a eu énormément de succès, je veux dire, auprès des gens. Et j'ai trouvé ça pas cool du tout, en fait, de descendre Patrice Pouillard devant moi, alors qu'ils étaient justement en accord, en business, si je puis dire. Tu vois, il était en train de le poignarder dans le dos devant moi et j'étais hyper mal, j'étais gêné de sa démarche et je lui ai dit, écoute, on en reparlera et je suis resté vraiment pantois parce que je me suis dit, mais comment je pourrais accorder ma confiance à un mec qui est en train de descendre son collaborateur en le traitant finalement d'incompétent et de gros con, alors qu'il est en train de travailler avec lui. Quelle image il donne, quel respect il a pour ce mec alors que le gars lui a pondu quand même un super film. Et je me suis dit, mais je pourrais pas, moi, m'associer avec quelqu'un qui peut-être dans 1 an ou 2 ans dirait la même chose sur moi, tu vois. Donc ça m'a vraiment refroidi. Donc voilà, maintenant je ne vais pas aller plus loin dans la polémique. Monsieur Grimaud n'apprécie pas du tout ce que je fais et il est assez véhément et virulent vis-à-vis de ma démarche sur ce film. Ah oui, sur celui-là, là, sur tout en fait, hein, sur moi, etc. À partir du moment où je lui ai dit non, il l'a très mal pris et je pense que suite au clash, il n'a pas du tout en fait accepté que moi je continue cette association avec Adrien Moisson. Et or, ce qu'il faut savoir, c'est que cette association s'est faite bien avant le clash. C'est pas parce que Jacques Grimaud, Patrice Pouillard et Adrien Moisson ne se sont pas entendus que moi j'allais rompre le contrat que j'avais avec Adrien Moisson sur l'autre terre des dieux. Tu vois. Donc moi après ça me regarde pas ce qui se passe entre eux. Il y a peut-être des torts des deux côtés, je sais pas. C'est vraiment pas mes histoires. Mais par contre moi je ne suis pas dans ces histoires-là. Et encore une fois de plus, le film L'autre terre des dieux n'a pas été financé comme il le prétend, comme Jacques Grimaud le prétend, avec l'argent des ululeurs de Patrice Pouillard. Ce film a été produit par Adrien Moisson avec ses propres finances et il n'y a pas du tout d'interaction avec La Révélation des Pyramides 2, enfin l'Équateur penché. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. Donc le sujet est clos. Maintenant, j'ai dit ce que j'avais à dire à propos de Jacques Grimaud parce que je trouve qu'il va... Parce qu'il parle de toi et tout aussi, d'accord. Ça lui arrive de temps en temps, oui, et puis pas en bien, si tu veux. Le mec a été posté un truc en disant que j'avais hacké son ordinateur et que je lui avais volé les sujets de l'autre terre des dieux. Alors que les découvertes archéologiques que je mets en lumière, parce que je fais que mettre en lumière, l'histoire que je raconte, ce sont juste des sujets qui existent en Roumanie depuis... ça fait des années, ça fait 50 ans. Tu m'en avais parlé déjà quand tu étais venu. Voilà. Justement, tu parlais de ton projet, tu parlais là-bas, de ce que tu avais découvert. On tombe dans un pathétique. Mais tu avais déjà hacké l'ordinateur. Ah oui, j'avais hacké l'ordinateur, justement. Non mais, le truc... Non mais, tu vois où on va. C'est-à-dire qu'on vole au ras des pâquerettes et c'est des coups bas, c'est complètement ridicule. Enfin, voilà. Maintenant, je respecte l'homme en lui-même parce que c'est un mec, Jacques Grimaud, c'est un mec avec une connaissance énorme. C'est un mec avec un cerveau immense, mais il n'en fait pas forcément une bonne utilisation. Maintenant, j'aurais jamais le niveau qu'il a et j'ai du respect pour lui n'importe comment. Mais c'est dommage qu'il en vienne à des coups bas comme ça ou des... c'est sans intérêt, quoi. D'ailleurs, on me dit, c'est vrai qu'il y a on pourrait faire une corrélation un peu entre ton film, La Révélation des Pyramides, il y a des points communs. C'est vrai qu'il y a l'utilisation d'une voix off féminine. On va dire qu'il y a un univers avec la musique, aussi le truc des lieux, des effets spéciaux un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la voix féminine, c'était un choix. Un documentaire, il se vend plus facilement. Si on l'a porté à un certain niveau,
Voilà, est-ce qu'il a la légitimité d'être diffusé après sur des chaînes télé? C'est pas moi qui en décidera, ce seront les chaînes télé si ça les En intéresse. tout cas, pas. il a le format, il a le calibre. Hein, Il a le format, voilà. Après, peut-être, on nous reproche on me reproche certaines maladresses au niveau de l'écriture ou de certains propos, la façon dont ils sont amenés ou tenus. Il est discutable, il est contestable, il n'y a pas de souci. La forme est correcte. Après, dans le fond, il y a peut-être des choses qui sont contestables. Voilà, c'est mon premier film, il faut savoir. Maintenant, une voix off féminine se vend mieux qu'une voix off masculine. C'est le format, si je puis dire, pour les vendre aux chaînes internationales. C'est plus facile et c'est mieux reçu d'avoir une voix off féminine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les collaborateurs qui travaillent sur ce film sont des passionnés de la révélation des pyramides. Donc ils sont eux-mêmes, on va dire, imprégnés de ça. Donc quelque part, on n'a pas cherché à faire comme la révélation des pyramides, puisque, encore une fois de plus, la révélation des pyramides, le film en lui-même est là pour démontrer des choses avec des faits. Ce ne sont pas que des hypothèses. Et nous, on n'est pas du tout dans la démonstration. On est là pour raconter une histoire. En fait, l'autre terre des dieux, il faut vraiment le prendre comme un conte, comme un voyage dans le mystère, au niveau de dans les légendes je dirais romaines. pas dans le fond, mais dans la forme, justement. Il y a quand même un point commun. Il y a des points communs. Même il y a une dédicace claire à un moment quand il y a le passage sur les pierres et dire oui, on a déjà vu ça dans les constructions, c'est vers la fin. Et puis, il y a la musique carrément de la révélation des pyramides, si je me trompe. C'est la même musique. C'est pas la même. C'est pas la même, Non, c'est pas la même. Elle ressemble. Elle ressemble. Et puis on voit les murs. Et puis, moi, je viens du rap, moi j'appelle ça une dédicace. C'est-à-dire un petit clin d'œil, quoi. Je me trompe. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais je pense que c'est plus l'inconscient qui a parlé, du coup. Parce qu'encore une fois de plus, ce film, c'est une source d'inspiration. Mais la musique, t'es sûr que c'est pas la même? Non, c'est pas la même. J'ai l'impression que c'est vraiment la même. Bon, je vous laisserai juger alors, parce que moi, j'ai vu. Pour moi, quand la musique elle arrive, c'est la même musique. Les musiques, c'est simple. En fait, les musiques, à partir du moment où on a le producteur qui nous a rejoints, on avait un peu plus de moyens financiers. Et à ce moment-là, on a voulu. Alors, on a Michel Ouiklas, que je salue au passage, qui a fait un travail formidable sur les musiques, ainsi que Fanny. C'est eux qui ont créé les musiques qu'on entend? En fait, on va dire qu'il y a beaucoup de monde qui a mis ses mains dans les musiques, mais on n'a pas eu une seule personne pour toutes les musiques. On a Jean-Baptiste Sabiani qui a travaillé sur la révélation des pyramides, qui nous a fait quelques musiques pour le film, mais pas en l'occurrence celle dont tu parles. Ah d'accord, non. C'est bon. Jean-Baptiste Sabiani a travaillé sur la musique d'introduction, c'est-à-dire celle où on dit la Roumanie, que c'est bon de ce pays, etc. Mais le générique d'entrée, c'est une autre musique qu'on a acheté. C'est-à-dire que pour le film, on a acheté beaucoup de musique parce qu'on avait énormément d'habillage et d'ambiance sonore qu'on ne pouvait pas avoir dans le laps de temps qu'on avait. On n'avait pas le budget. Donc il y a beaucoup de musiques qui ont été achetées. D'accord. Et là, en l'occurrence, la musique dont tu parles, c'est une musique que nous avons achetée. D'accord. Elle ressemble alors. En tout cas, celui qui a fait la musique a fait Mais c'est des anglo-saxons en plus, tu vois. Voilà. Mais on est très content du résultat et voilà, c'est un film qui est riche en termes de contenu, en termes d'image, aussi en termes de musique. Voilà, on est content du résultat. Maintenant, bon, il y aura toujours des gens qui ont des choses à redire, et puis c'est normal, c'est partie du jeu. Alors, on me dit salut, monsieur Demian. Alors, monsieur Demian a-t-il eu connaissance des récentes découvertes au Pérou relatées par Thierry Jamin? Si oui, qu'en pense-t-il? Simple canular ou réelle possibilité? Alors, j'ai eu connaissance des découvertes au Pérou. Alors, Thierry Jamin, on en parle tout le temps en ce moment. J'ai parlé avec Thierry Jamin aussi un petit peu. Alors, on n'est pas rentré dans le fond du débat, mais de ce que j'ai pu voir, alors, ce sont toujours des photos, c'est pas de ce que j'ai pu voir en fait, c'est la démarche de Thierry Jamin. Thierry Jamin, c'est un archéologue. Ouais. Donc, c'est un mec, il n'a pas non plus envie de se tirer une balle dans le pied et de ruiner sa carrière et de prendre des risques. Le truc, c'est que là, la découverte est assez importante pour qu'il prenne des risques. C'est ça en fait qu'il faut voir. Alors qu'est-ce qu'il a découvert Thierry Jamin exactement? Thierry Jamin en fait, c'est pas lui qui l'a découvert, ce sont des wakeros, donc des pierres de tombe qui lui ont amené ces corps en fait non humains de cette taille-là, qui sont très aliénisés dans leur forme. Ils lui ont amené aussi une main momifiée, complètement desséchée. Ouais, avec des doigts à 3 doigts, je crois, mais bon, normalement il y en avait 4, mais si j'ai bien compris, il y a un doigt qui manque. Ils ont fait une radiographie de la main, tu as les os à l'intérieur. Tu as les ongles, tu as des implants en titane aussi dans la main, et ils n'ont pas trouvé que ça. Ils ont trouvé en fait énormément de corps, des organes parfaitement conservés dans des sarcophages. Alors lui en a vu en photo, mais il n'est pas allé pas encore sur les lieux de ce site, puisque c'est un lieu qui est gardé par les Wakeros. Encore une fois de plus, c'est pas vraiment à moi de parler de cette découverte, puisque c'est la découverte de Thierry Jamin. Il y a énormément d'interviews qu'il a données à ce sujet. Je ne fais que relater ce que moi-même j'ai vu, entendu. Mais voilà, moi, ma conviction, c'est que c'est un mec qui est vraiment génial.
Il m'a l'air vraiment sincère et c'est pas lui qui en vient à la conclusion que cette découverte est authentique. C'est le fait que ce matériel archéologique soit passé entre les mains d'anatomistes, je crois, de généticiens, de médecins, de chirurgiens, enfin que des gens en fait spécialisés dans, on va dire, l'anatomie, le corps humain. Et, donc voilà, donc lui, il leur a présenté le truc. Il n'a pas, je veux dire, les compétences pour dire c'est vrai ou pas. Il a voulu avoir un son de cloche de la part de spécialistes, vraiment. Et ces spécialistes ont été tous unanimes, d'après lui, et je crois en sa sincérité, les spécialistes ont été unanimes. Pour eux, il s'agit effectivement bien d'être, on va dire, morts, momifiés. Et ils ont fait des prélèvements au niveau de la peau, des organes, etc. Et on a vraiment, pour moi, et d'après lui aussi, on est confronté réellement à une découverte incroyable. Et selon moi, ces découvertes sont parfaitement authentiques. Maintenant, c'est mon point de vue, mais j'ai confiance au travail de Thierry Jamin et de son point de vue. Alors après, est-ce qu'il a été flouté par les Waqueros? Est-ce que c'est pas les Waqueros qui ont fabriqué un faux truc pour lui apporter? Pourquoi pas, mettons, mais bon, encore une fois de plus, c'est passé entre les mains de plein de généticiens, de plein de chercheurs, pardon. Ils sont tous unanimes sur la véracité de cette découverte. Maintenant, quel intérêt auraient ces Waqueros à fabriquer du faux matériel archéologique, le transmettre à Thierry Jamin? Ça serait quoi l'intérêt? C'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça serait pour que d'un coup il perde toute sa crédibilité et que du coup il soit radié de son statut d'archéologue et qu'il ne puisse pas continuer ses recherches sur la fameuse cité de Paititi? Est-ce que c'est un truc genre un peu conspirationniste? Parce que là, si on rentre clairement dans une fraude, c'est que derrière il y a une volonté de l'empêcher d'arriver à son but en le décrédibilisant, tu vois, en discréditant ses travaux. Ça serait ça la seule explication. Mais encore une fois de plus, selon moi, de ce que j'ai vu, de ce que Thierry Jamin m'a dit, et de ce qu'il dit aussi dans ses interviews, c'est quand même une découverte qui est pas négligeable. Et je doute que des Waqueros, moi je suis allé au Pérou plusieurs fois, les Waqueros c'est des mecs qui vivent dans des villages, dans des cases, vraiment perdus dans les campagnes péruviennes, dans la Pampa. Ces mecs-là, ils n'ont pas les moyens de fabriquer des preuves aussi élaborées, pas seulement dans la forme, mais à l'intérieur, tu vois, parce qu'il y a une vraie structure osseuse dans cette main, dans cette grande main, il y a une structure osseuse, les os sont broyés. Alors, tu as des gens qui disent, ouais, mais regarde les os, ils sont pas comme des os normaux, tu vois bien que c'est assez bidon, ça fait des sortes de tubes et tout. Mais attendez, mec, on n'a pas affaire à une main humaine. Il faut remettre le truc dans le contexte. Si cette main-là est authentique et que les os sont différents, il faut prendre le fait que cette créature à qui a appartenu la main était probablement différente de nous, avec une morphologie différente, une taille différente, une constitution différente. Donc il faut prendre ça aussi en compte. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser la porte ouverte et pas la fermer et attendre simplement les résultats. Donc Thierry Jamin va lancer une opération de crowdfunding, donc de plateforme participative pour pouvoir financer les analyses, comme il le dit, hein. Encore une fois de plus, je fais que relater, ça coûte très cher. Donc ce jour-là, il faudra que tous les gens qui sont en train de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, et que des deux côtés, on mette tous 10-20 euros et qu'on finance les analyses de ces objets archéologiques, de ce matériel. Et on aura le fin mot de l'histoire. D'accord. Alors, on me dit... Damian Dardanos est le nom d'une des tribus thraces des Balkans. Et Dardanos, qui est le fondateur de la lignée des rois troyens, était apparemment thrace. Et ce qui est intéressant, c'est que Anne Lombard-Jourdan, dans son livre Fleurs de lys et Oriflamme, nous indique que les Mérovingiens se revendiquaient comme les descendants du roi Priam de Troie. Avez-vous abordé ce lien dans votre film? Et non, je n'ai pas abordé ce lien dans le film. Et c'est un lien super intéressant. Encore une fois de plus, le sujet du film, c'est les mystères de la Roumanie en règle générale. On survole, et je dis bien on survole à peu près une dizaine de sujets. On nous reproche de ne pas descendre assez en profondeur dans les sujets. Et je peux comprendre la frustration des internautes. Et le problème, c'est qu'en 1h40, dans un format 2x52 minutes, on ne pouvait pas rentrer non plus trop dans les détails. Il a fallu qu'on trouve les sujets qui me semblaient moi les plus pertinents et intéressants, qui méritaient justement d'être explorés. Et à partir de là, on est resté très en surface. Maintenant, il est important que ce film, encore une fois de plus, soit une base de départ, de réflexion, qui vont
pousser des métanautes, des internautes à effectuer des recherches et de se dire ah ben oui effectivement les mérovingiens, etc. Et effectivement il y a aussi cette histoire de sang bleu qui revient dans le film. Oui, le sang bleu, le sang royal. Bleu, voilà. Voilà. Et effectivement c'était justement une particularité des rois. De se dire qu'ils avaient le sang bleu. Les mérovingiens étaient réputés pour avoir le sang bleu, alors au sens littéraire si je puis dire. Hein. Ouais. Mais il y a un symbolisme dans ce sang bleu. Et les mérovingiens sont liés justement à ce symbolisme du sang bleu. Ouais. Donc c'est intéressant de creuser. Et encore une fois de plus, ce film doit être une base de réflexion pour essayer de trouver d'autres indices. Comme je le dis toujours, c'est une pièce du puzzle en fait. C'est une pièce du puzzle qui fait partie d'un ensemble d'autres pièces. Et moi je viens juste apporter une pièce de ce puzzle. Maintenant, chacun est libre de venir l'enrichir et d'effectuer des recherches justement. Et je suis très ouvert et très curieux des recherches des internautes et des métanautes. Vraiment, je suis ouvert. Alors, on te demande si tu te souviens du dessin animé Les Mondes Engloutis. Ouais. J'aimais beaucoup Les Mondes Engloutis, mais en fait, il avait un côté un peu... J'en parlais hier. C'est un peu terre creuse quand même quand on y pense. Oui, c'est ça en fait. C'est des dessins animés qui sont un peu initiatiques, si je puis dire, tu vois. Mais moi, ce qui m'a... Les Mondes Engloutis, j'avais du mal à le regarder ce dessin animé parce qu'il y avait un truc qui était sombre dedans, un truc un peu glauque, tu vois. Et moi j'étais plus Cité d'Or, tu vois, si je puis dire. Comme Thierry Jamin d'ailleurs, hein, il était à fond sur Cité d'Or. On a à peu près le même âge. Mais les Mondes Engloutis, c'est quoi en fait, aujourd'hui je pense que j'aurais vraiment envie de le revoir ce dessin animé parce que je pense qu'il y avait plein de petites choses dans ce dessin animé qui étaient finalement tirées de légendes ou d'autres histoires et je pense qu'il y a pas mal d'éléments intéressants. Ça mériterait de le voir avec des yeux d'adulte parce qu'on aura un niveau de lecture qui serait différent. Ouais. La symbolique... La BO est excellente, les Mondes Engloutis, je l'ai dit pour la régie, la BO des Mondes Engloutis. Non mais c'est vrai, il y a une chanson très très conspi, je trouve, quand on la réécoute aujourd'hui. Les Mini-Stars c'est les Mini-Stars qui chantent, c'est les Mini-Stars, C'est les Mini-Stars, voilà. Moi j'étais fan des Mini-Stars, d'une personne en particulier. D'accord. Alors on me dit... des nouvelles du Népal, des yétis et des tigres célestes? Non, alors figurez-vous qu'en fait, je voulais y retourner cette année 2007 après le film. Je me suis dit, je voudrais retourner au Népal. Et j'avais même eu l'idée de prendre ma caméra et d'aller cette fois interviewer les locaux justement dans ces montagnes éloignées pour recueillir directement le folklore finalement, les mythes de leur histoire. Et j'ai d'autres projets finalement que le Népal. Voilà, le Népal, j'y suis déjà allé, je sais que j'y retournerai, mais voilà, j'ai plein de destinations en tête pour cette nouvelle année. Je vais revenir à la caméra aventure GoPro. Là, tu vas refaire des vidéos un peu aussi. Ouais, voilà, alors j'étais sur l'Iran ou le Liban, et puis là d'un coup, je suis tombé amoureux des mystères de la Russie. Il y a des trucs en Russie incroyables à voir dans les montagnes de l'Oural. Et du coup, je crois vraiment que là, je suis à 90% sur la Russie. Ouais. Alors, on me dit, Demian pense-t-il que le continent mystérieux qu'il évoque serait l'Antarctique? Plusieurs personnes pensent qu'une civilisation se serait construite à cet endroit à une époque plus clémente dans cette région du monde, voir la carte de Piri Reis. Alors, voir aussi les 20 premières minutes du film, puisque justement on aborde cet aspect dans les 20 premières minutes, on ouvre finalement à la fin le sujet là-dessus. On en a parlé tout à l'heure de cette hyperborée. Les légendes grecques, enfin les textes grecs, pas les légendes, les textes des philosophes grecs disent qu'en fait la Dacie avait été rebaptisée Nouvelle Borée. C'était la nouvelle capitale des Hyperboréens. Quand ils seraient descendus, ils se seraient établis en Dacie un temps, et ça serait devenu la capitale des Hyperboréens. Donc ça serait devenu l'Hyperborée, la nouvelle Hyperborée. Et je ne sais plus c'était quoi ta question. Du coup, voilà, est-ce que... oui, voilà. Donc je suis persuadé, enfin moi c'est mon point de vue personnel, je veux convaincre personne, mais moi mon point de vue c'est que je suis sûr que ces terres, elles existent encore. Elles sont sous les glaces, j'en suis persuadé. Et je suis persuadé que si on creusait ces glaces, si on arrivait à descendre là-dedans, à déblayer, à pénétrer les profondeurs 20 mètres en dessous, je suis sûr qu'on retrouverait des vestiges, des pyramides, des temples et des choses vraiment même très proches de ce qu'on a en Égypte ou même en Amérique du Sud. Okay. Mais c'est mon point de vue. Alors, on me dit, est-ce que le film L'autre terre des dieux donne-t-il des réponses, ou alors est-il tourné à la façon du documentaire Révélation des pyramides qui répond à des questions par des questions? Il n'est pas tourné comme la Révélation des pyramides, encore une fois de plus, on ne démontre rien. C'est imaginer en fait que j'ai une lumière et que j'éclaire une zone d'ombre et que là je montre une image.
Je suis là pour montrer l'image, pas pour l'analyser et pas pour dire, en fait, en prouver, on va dire, parce qu'il y a plusieurs façons de voir une image. Il y a des gens qui attendent des réponses, mais tous les gens n'attendent pas tous les mêmes réponses. Donc, en fait, je pense que ce film peut être un élément de réponse pour certains, mais pas pour tout le monde. Et puis, il n'y a pas une réponse, il y en a énormément de réponses quelque part. Donc, ce film va forcément amener d'autres questions, ça c'est obligatoire, d'autres sujets de réflexion, et peut-être va amener certaines réponses à certains, notamment peut-être justement cette histoire de l'hyperborée, des tablettes de Sinaïa, peut-être que ça va être un élément de réponse assez pertinent pour que des gens commencent justement à rassembler d'autres pièces de ce puzzle dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Alors, on me dit aussi, bonsoir, plusieurs personnes mettent en avant la théorie du récentisme, s'appuyant notamment sur une entreprise à grande échelle, de faux à l'époque de la Renaissance, dans le but de réécrire l'histoire et pour effet d'effacer une partie, un avis là-dessus. On en a parlé un peu tout à l'heure déjà. Il faut inviter Laurent Villaverde encore. Voilà, on en avait parlé déjà beaucoup avec... C'est le spécialiste du récentisme, et je le salue au passage, Laurent. Voilà. Alors, on me dit, Hérodote au sujet de Zalmoxis, un chaman thrace, qui se serait retiré dans ses appartements souterrains et prétendant avoir rencontré Hadès. Apparemment, les Thraces avaient de grands chamans d'après les Grecs. Connaissez-vous cette légende et pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, on en a parlé tout à l'heure de Zalmoxis. Alors, il était en contact avec un chaman. Avec un chaman de Thrace. Un chaman de Thrace. Alors non, c'était lui-même un chaman de Thrace. C'est ce que je comprends. Hérodote au sujet de Zalmoxis, un chaman de Thrace qui se serait retiré dans ses appartements. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Zalmoxis était un prêtre. Ouais. Un chaman, je sais pas. Chaman, c'est plus prêtre. Ouais, c'est plus le chaman, c'est plus en fait dans c'est un prêtre non officiel, non? Non, dans le dialogue, on va dire amérindien, le chaman, c'est plus en fait le médecin finalement. Tu vois, c'est le chaman, c'est aussi on va dire. C'est un genre de médecin aussi. C'est l'être. C'est un médecin de l'âme, non? C'est plus, en fait, le chaman, c'est plus l'être qui est en contact avec la terre, finalement, avec le monde, l'autre monde et les autres mondes. Zalmoxis, quelque part, il peut être perçu comme un chaman, mais c'était un prêtre officiellement, qui a été mis sur un piédestal. Je veux dire, on en a fait un dieu, c'est-à-dire que c'était un homme, un humain, un mortel, et c'est devenu un dieu. C'est comme si demain, tu avais le Christ devant toi, tu dis c'est Dieu, quoi. Et donc c'était un dieu, et du coup, de par cette qualification et de son rôle à jouer, il vivait en ermite, dans une grotte sur le mont Omu, donc encore une fois, plus comme je le dis, le fameux mont Omu, avec le sphinx, dont le sphinx regarde dans la direction du mont Omu, dans une grotte, et apparemment il était en contact avec le roi du monde. Voilà. Alors quand on parle du roi du monde, on parle justement d'un empereur, d'un roi souterrain. C'est pour ça que je parle de Hadès, donc le fameux roi des mondes des enfers. Effectivement, ça se recoupe. D'accord. Voilà. Et j'en parle encore dans le livre. Ce roi du monde est très présent dans la culture d'As. Voilà. On parle d'un roi du monde souterrain. Alors, voilà. La porte est ouverte. La porte est ouverte, la porte des enfers. Alors, que penses-tu du site de Yonaguni? N'est-ce pas la preuve physique d'une civilisation très ancienne? Yonaguni, tu en avais parlé un petit peu, oui, c'est au Japon. C'est au Japon, c'est ça. Ouais, clairement, ouais. Enfin, moi, je suis pas allé. Alors, il faudra regarder le prochain film, L'Équateur penché, l'opus. Ils vont en parler dedans, ouais. Ils vont en parler, je pense, puisqu'ils avaient mis des photos apparemment. Et puis, ils avaient fait une interview où ils avaient un plongeur qui était allé faire des prises de vue sous l'eau. Excellent. Et moi, les photos que j'ai vues de Yonaguni, alors pas les leurs, mais les photos qui circulent sur le net, évoquent clairement, on va dire, un style un peu maya, quoi. Tu vois, c'est l'impression que j'en ai. Maintenant, j'aimerais bien avoir une vision très globale de Yonaguni, tu vois, ça serait intéressant. Bon, ça, on attendra le prochain film. Alors, on me dit, pourquoi toutes les preuves des choses extraordinaires disparaissent-elles à chaque fois comme par hasard? Ou alors c'est très flou et très vague, alors que pour la science normale, tout est compilé, répertorié, clair, sans problème. Il faut voir le film L'Autre Terre des Dieux. La réponse est à la fin. Alors, on me dit aussi, la légende de la chaussée des géants en Irlande ne serait pas aussi issue des descendants de ces tribus? Alors, je n'ai pas entendu parler de cette légende de la chaussée en Irlande. Ouais, c'est un endroit en Irlande, effectivement, on appelle ça la chaussée des géants, et c'est les pierres qui forment un truc assez bizarre, effectivement. Alors, c'est pas trop phénomène naturel, construction. On rapporte encore toujours, il y a toujours un rapport avec les géants, de toute façon, partout, dans toutes les cultures. Alors, il y a encore, oui, effectivement, toujours cet aspect. Il faut se poser la question, voilà, pourquoi le mythe du géant est aussi présent partout dans le monde, dans toutes les cultures. Tu vois, c'est qu'il y a quelque part, il y a eu des géants.
Il y a probablement des géants. Enfin, encore une fois de plus, c'est mon point de vue, mais c'est pas possible autrement. Alors, on me dit aussi, est-ce que notre invité a entendu parler des tablettes de Tartaria au centre de la Roumanie, de la culture Vinca? Vinca. Vinca. Tourdas Vinca. D'accord, daté de moins de 7300 avant Jésus-Christ. Il faut voir l'autre terre des dieux. Oui, on aborde en fait les tablettes de Tartaria dans le film. Là, tu peux les voir, c'est ça les fameuses tablettes de Tartaria. D'accord. Donc les tablettes de Tartaria, elles on va les montrer. Voilà, on va les montrer. On va les montrer. Voilà. Voilà. Donc elles rappellent beaucoup les tablettes de Glosel. Hein. On en avait parlé Glosel quand j'étais venu la dernière fois. Les tablettes de Tartaria, on ne les a pas datées officiellement parce que tout simplement, il y a eu, alors j'en parle dans le film, il y a eu en fait un accident, c'est-à-dire qu'on les a mis on les a passés dans un four. On les a passés dans un four. Voilà, on les a passés dans un four et du coup, on ne pouvait plus dater les éléments organiques qui pouvaient être présents dans les céramiques grâce au carbone 14. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire a été classée. Les archéologues après ont dit finalement les écritures, les symboles qui apparaissent dessus ne sont pas des écritures, ce sont juste des éléments de décoration. Et le truc c'est que tu as deux chercheurs, Marco Merlini et Harald Harman. Voilà, ouais. Alors les mecs c'est des têtes. Hein. Harald Harman, je crois qu'il parle une douzaine de langues. Je sais pas si t'imagines. Une douzaine de langues. Le mec, il lit et il parle. Enfin, je sais pas s'il parle les 12 langues, mais il les lit, il les comprend, ces douzaines de langues. Le mec, il a étudié les hiéroglyphes, il a étudié l'écriture sumérienne, le chinois, toutes les langues que tu peux pas imaginer. Et le mec, en fait, il a trouvé une corrélation entre les tablettes de Tartaria, les signes qui apparaissent dessus et d'autres écritures dans le monde. Et lui, il est formel. Pour lui, il s'agit d'une écriture. Donc, ce qui s'est passé, c'est que lui, Marco Merlini, il est allé demander l'autorisation d'analyser les os d'un corps qu'on avait retrouvé avec les tablettes de Tartaria. Parce qu'en fait, les tablettes ont été retrouvées avec le corps dans le tombeau. Hein. Donc finalement, en analysant les os de ce corps qu'on a retrouvé, on pouvait déterminer, on pouvait donner une estimation de l'âge des tablettes. Et le corps a été, les os ont été datés à plus de 7000 ans. Et du coup, on revient bien longtemps avant Sumer, qui est l'apparition officielle de l'écriture dans le monde. Et là, ça pose problème parce que du coup, Sumer, c'est pas la civilisation originelle qui a apporté l'écriture, etc. Donc, ça fait partie des sujets comme Glosel, comme les tablettes de Glosel, qu'on va mettre de côté, qu'on va dire allez hop, on n'en veut pas, c'est de la connerie, c'est du fake. Parce que tout simplement, ça veut dire que les historiens, l'histoire a posé de façon son point de vue là-dessus et elle ne veut pas en démentir et ne reviendra pas sur la datation, les datations officielles concernant la chronologie, telle qu'on l'a. Alors, on me dit, qu'est-ce que pense Damien du travail de Anton Parks? Je n'ai pas lu en fait les romans d'Anton Parks. Je crois que j'en ai lu un seul dans ma vie, ça remonte à très longtemps. Et j'en pense rien parce qu'en fait, j'ai pas lu du tout. Mais beaucoup de gens m'en parlent lors de conférences ou d'interviews. Et je crois que justement, il soulève pas mal de sujets, de ce que j'ai compris, qui rejoignent assez fortement, on va dire, les idées qui sont développées dans le film ou les théories, Alors on me dit, est-ce qu'en Roumanie aussi il y a des messas, genre Devil's Tower, que l'on retrouve un peu partout, comme en Espagne, en Afrique, en Inde, en Arabie, en Australie, aux États-Unis. Des quoi, pardon, j'ai pas entendu. Des messas. Alors en fait, ce sont des espèces de montagnes plates, avec un plateau au-dessus, et qui pourraient être, selon certaines légendes, des souches d'arbres géantes fossilisées. Ah ouais, j'ai vu. Alors ça, j'en ai... Non, on n'en a pas en Roumanie. On trouve beaucoup de tumulus, mais pas ces fameux messas. Et je trouve ça hyper intéressant et en même temps très poétique, cette théorie d'arbres géants. D'arbres géants. Ouais, oui, j'en ai entendu parler moi aussi. C'est très troublant, mais bon, encore une fois de plus, les géologues auront une interprétation sur ces montagnes en disant que c'est une formation naturelle, etc. Mais je pense qu'il faudrait qu'un jour quelqu'un se penche sur ce sujet et qu'on ait un vrai film là-dessus et qu'on ait des vrais géologues complètement, on va dire, neutres, pas bornés et qui abordent le sujet de façon objective. Et je suis sûr qu'on aurait des belles surprises, Alors, on me dit aussi les crânes de cristal, réalité ou œuvre du faussaire allemand. Je ne sais pas. On ne sait pas, ça c'est parce qu'il y en a qui ont été analysés comme faux, c'est ça, et puis d'autres, on ne sait pas en fait. Moi, je me suis jamais penché sur cette histoire de crâne de cristal. Ça me paraît, si tu me demandes mon avis... Il y en a à Paris en plus, au musée Branly, c'est ça. Peut-être, il y en a un à Paris, il y en a un. Moi, je suis un romantique, j'y crois en fait à tout ça. J'ai envie d'y croire, donc ça me parle, mais bon. C'est beau les crânes de cristal. Alors, on me dit concernant Zalmoxis,
La légende dit que Pythagore lui inculqua les secrets de la doctrine métempsychose, passage de l'âme d'un corps à l'autre, à Zalmoxis, qui aurait été son esclave, et que ce dernier, une fois affranchi, en informa les traces. C'est la légende grecque. Qu'en est-il de la version roumaine de cette légende? Eh bien, écoute, les Romains ne parlent pas de cette légende. Parle pas de cette légende? Non. D'accord. J'ai pas. Après, il n'est pas impossible que justement il y ait des choses là-dessus. Il y a peut-être encore des traditions orales. Il y a peut-être des légendes locales ou il y a peut-être des textes officiels là-dessus. Mais je n'ai pas, du moins, eu la chance d'avoir quelqu'un qui me mette sur cette piste pour en parler. Donc il y a beaucoup de choses encore plus que j'ignore. Je suis même persuadé que ce que je présente dans le film, c'est peut-être, ça se trouve, les 3/5 ou les 2/3, les 2/5 de ce qu'il peut y avoir. Ouais, il y a encore tellement de choses. Je suis sûr que voilà. On me demande si tu connais Jean Simple. Jean Simple, je ne sais pas, S-E-I-M. Non, qui est-il? John Simple, je ne sais pas. John Simple, non. Sur l'Atlantide et l'Antarctique. Non, pas du ça tout. ne dit rien, moi non plus. Alors, le langage, est-ce que tu connais le livre de Le langage de la déesse de M. Guimoutas, qui est excellent recueil de légendes orales et fouilles archéologiques en Europe? Sa théorie des invasions kourganes indo-européennes pourrait fortement intéresser Demian s'il la connaît. Est-ce que d'ailleurs tu connais, c'est un sujet que j'avais abordé ici avec Alain Benajam, les kourganes qui étaient venus justement de Russie, ce monde de pasteurs, etc. Il y a toute une mythologie par rapport à ça, et avec la Croix du Nord, etc. Est-ce que le métanote qui pose cette question, c'est qui? C'est Merlinck. Merlinck, est-ce que tu peux m'envoyer un message sur Facebook en privé à Demian et m'envoyer ça parce que ça m'intéresse vraiment, je vais chercher. Voilà, donc Merlinck. Merlinck. Merci. À l'américaine. Alors, on me dit, voilà, question. Est-ce que c'est sous chat ou c'est sous que les artefacts ont disparu? Alors, c'est quand qu'ils ont disparu? Alors, de quel artefact on parle? Je ne sais pas, il ne s'est pas précisé, mais non, certainement les corps, alors, parce que de toute façon, les tu as squelettes, dit les dates, les squelettes ont été auraient, encore une fois plus, il faut pas l'affirmer, sinon on va se faire casser du sucre sur la tête. Les squelettes auraient été effectivement déterrés durant l'époque communiste, donc sous Ceausescu et même avant Ceausescu. Et concernant les tablettes de Sinaïa, bien qu'elles aient été déterrées, trouvées bien avant l'époque communiste, aujourd'hui elles ont disparu. On parle de disparition récente. Là, on parle d'il y a quelques années, 1-2 années, quoi. D'accord. Alors. On me dit déjà comment voir le film. Oui, ça c'est une question simple. Alors le film, il est disponible en vidéo à la demande sur Vimeo. Donc, sur Vimeo, vous tapez L'autre terre des dieux en français et vous trouverez en fait le film en entier. Sinon, il est en VOD, vous pouvez l'acheter sur le portail Savoir des Anciens. Le portail .savoirdesianciens.fr. Alors on va mettre les liens sous la vidéo, après je les enverrai à Stéphane. Et là vous aurez un accès à la VOD et ça sera beaucoup moins cher que Vimeo. C'est-à-dire que nous, en passant sur notre plateforme, on s'évite les taxes de Vimeo. Voilà, et sinon le film est disponible en DVD, pareil, sur internet, sur le portail .savoirdesianciens.fr. Ou alors vous allez sur le site de deimian.com, DEIMIAN.com, et là vous avez les liens pour voir le film en VOD ou le livre ou le DVD. Voilà. D'accord. Alors on me dit aussi, est-ce qu'il y a un rapport avec des dimensions parallèles? Alors, là je vais te montrer un truc, c'est génial. Alors ça, j'en parle pas dans le film. Pourquoi? Parce que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps dans le film d'en parler. Déjà, tu abordes beaucoup de sujets dans le film. On aborde beaucoup de sujets et surtout que j'ai pas réussi à trouver la corrélation dans le scénario entre ça et les sujets que tu vois. Dans le film, on a plein d'endroits en Roumanie où il y a des disparitions, des vortex d'énergie, des apparitions, des trucs assez bizarres. Et il y a un sujet que je développe pas dans le film, c'est la forêt d'Oiabașu. Et la forêt d'Oiabașu, j'y consacre à peu près une dizaine de pages dans le livre. Voilà, c'est une forêt où il y a des choses qui se passent, des choses qui disparaissent, il y a des ovnis qui apparaissent. Et on a un intervenant qui s'appelle Adrian Paltrout. Alors on peut le montrer, vite fait. Donc Adrian Paltrout, c'est un chercheur en physique moléculaire qui intervient dans le film à la fin sur l'artefact d'Ayoub. D'accord, voilà. ouais. Et lui, en fait, il a passé 40 ans de sa vie à étudier cette forêt. C'est le spécialiste, le dernier spécialiste encore en vie à avoir passé autant de temps et avoir étudié la forêt. Tous les autres sont morts aujourd'hui. Et il m'a remis un rapport complet sur la forêt avec des photos authentiques qui ont été prises par lui et par son ancien collaborateur, Alexandru Sift, qui était justement le découvreur des phénomènes paranormaux qu'il y a dans cette forêt.
Et donc, comme tu peux le constater, on a beaucoup d'apparitions d'ovnis, mais aussi des apparitions ectoplasmiques. Tu vois, cette photo, c'est une photo authentique qu'il m'a remis, qui a été prise dans les années 70 ou 60-70. Et voilà. Donc là, les mecs marchaient, ils ont une tête qui est apparue devant eux. Et ils l'ont pris en photo. Donc alors ils disaient que c'était un truc ectoplasmique. Donc ça a fini après par s'estomper. Mais on voit clairement en fait une tête. Enfin, je sais pas si on peut le montrer, mais c'est voilà. Et alors ce qui est intéressant dans cette forêt, c'est que il n'y a pas que des apparitions, des disparitions. Il y a aussi des phénomènes de trous temporels. C'est-à-dire que il me racontait qu'il y avait une étudiante qui était venue avec eux un jour. Donc ils étaient tout un groupe à venir dans la forêt. Et cette étudiante s'était assoupie donc en lisière de forêt. Et elle est rentrée dans un état de transe. Et ils l'ont vue comme ça et ils n'ont pas voulu la réveiller. Et après, quand elle est revenue tranquillement, elle leur a dit j'ai fait un drôle de rêve, j'ai vu la ville de Cluj au loin, qui était encore en construction, j'ai vu des routes pavées, j'ai vu des champs, enfin... elle leur a décrit la ville telle qu'elle était il y a, je crois, il y a 1 siècle ou 2 siècles, tu vois. Et il trouvait ça assez étonnant, cette remarque, alors qu'elle n'avait pas forcément vu de photos avant et tout. Et bien, figure-toi que quand la fille est allée quand ils sont tous retournés en fait, au niveau de l'arrêt de bus, qui est à 2-3 km en bas, elle a voulu sortir de l'argent de sa poche pour payer son ticket de bus. Et en plus, l'arrêt dont elle parle, l'arrêt de bus, il m'en a parlé, je vois très bien où c'est, puisque moi, je suis allé dans la forêt la première fois en prenant cette ligne de bus. La fille a sorti des pièces de monnaie qui dataient en fait d'il y a 300 ans. Elle a sorti des pièces de monnaie de sa poche. Des vieilles pièces de monnaie. Et ils ont cru au début qu'elle leur faisait une blague, qu'elle se foutait de leur gueule. Mais la fille était tellement choquée qu'en fait, à la suite de ça, elle a eu des crises d'épilepsie. C'est pas qu'elle a pété les plombs, mais elle a eu tellement peur de ce qui s'était passé qu'elle a refusé en fait de toute interview. Il y a des chaînes télé qui ont essayé de l'interviewer sur cet événement, quoi. Et elle s'est complètement fermée au sujet. Ça, c'est une anecdote, mais parmi tant d'autres. T'en as une autre en fait où Adrienne Paltrout se baladait encore avec un autre groupe de personnes. Et là, on se bat dans la forêt, il tombe sur un manoir complètement détruit, quoi. Comme genre la vieille maison complètement déglinguée, avec des poutres qui tombent, le toit déglingué. Il ne l'avait jamais vu, alors que pourtant, le mec, il venait dans cette forêt depuis déjà plusieurs années. Il connaît tous les recoins de cette forêt. Étonné, il prend des photos. Ils reviennent quelques jours plus tard ou la semaine d'après. Ils repassent par le chemin qu'ils avaient pris et là, aucun manoir, rien du tout. Et alors là, grosse interrogation. Donc ils vont voir un garde forestier et ils leur disent, excusez, ils leur montrent les photos. Le pire, c'est qu'ils leur montrent les photos, ils leur disent, excusez-moi, est-ce que vous savez qu'on peut trouver ce manoir? Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, on a pris des photos et on n'arrive pas à trouver l'endroit. Le mec prend la photo, regarde, il fait mais moi j'ai jamais vu ce manoir, personne n'a jamais vu. Donc en fait, si tu veux, cette forêt, elle est située à un pôle, à un endroit spécial où, pour des raisons inconnues, il y a des sortes de trous temporels, tu vois, des passages en fait dimensionnels, puisqu'on parle de passage dimensionnel, et on ne sait pas pourquoi. Mais on a des preuves pour ça. Et là, en fait, là, dans le livre, tu vois, on a pas mal de photos qui le montrent. Et c'est très intéressant. Très intéressant. Encore un endroit à aller visiter, c'est ça? Alors, on me dit aussi, en partant de l'hypothèse que les jours aient existé, est-ce que cela pourrait éventuellement réfuter la théorie de l'évolution? Forcément, si on part du principe que des gens ont vraiment existé, ça foutra à l'eau toute la théorie de l'évolution, toute la théorie de Darwin, etc. Et je pense qu'en ça serait un gros problème pour les institutions en place. Ouais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, on veut nous les cacher, ouais. Évidemment. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que oui, la physique quantique joue un rôle? C'est un peu compliqué, peut-être, comme question. Ouais. La physique quantique, non, c'est pas trop ton domaine. C'est pas trop ton domaine. Malheureusement. Voilà. Bon, y en a qui posent des questions, sur l'argent de Ulule. Non mais à voir avec les concernés. À voir avec les concernés. Hein, il y a des coups de fouet qui se perdent, franchement, des grands coups de fouet même. Ce que je sais, c'est que l'argent Ulule de l'Équateur penché a été intelligemment utilisé pour le tournage et que ça l'est toujours et que le film qui est en préparation mérite va vraiment être très bien de ce que j'en sais. Ouais, bah voilà. T'inquiète, je le connais, lui, il mérite des coups de fouet. Des grands coups de fouet. Donc,
En tout cas, ça tombe bien, on arrive en plus à la fin, tu vois. C'est vers la fin, il commence à poser des questions, il dérape. C'est toujours comme ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Attends, on va rappeler que, déjà, voilà, tu as expliqué comment voir le film. Il y aura un voyage en Roumanie aussi pour Alors, ceux qui... très important. On fait un parcours L'autre terre des dieux en Roumanie du 31 juillet au 14 août. On va emmener les gens en voyage avec nous sur tous les lieux en fait du tournage et sur tous les lieux qui sont abordés dans le film pour faire en fait une visite complète de tous ces endroits mystiques, de là où on a excavé les squelettes de géants, là où il y a ce fameux sphinx, on va aller sur le mont Omu, on va pénétrer certaines grottes. Il y a pas mal de sujets dont on n'a pas parlé, comme un monastère où il y aurait une entrée justement qui mènerait au Oui, on le voit dans le film voilà. aussi. Donc on va emmener les gens dans ce monastère et j'aurais peut-être même l'opportunité, alors c'est en discussion, d'avoir un accès à cette grotte. Peut-être en dehors des heures, on va dire, de visite, parce qu'il y a plusieurs accès, voilà, j'attends, et j'espère que ça va pouvoir se faire. Je ne promets rien. Mais avec voilà. le bakchich en Roumanie, ça marche pas, non? Non. Donc, pour nos amis roumains, non mais donc les personnes qui sont intéressées pour venir en Roumanie, vous êtes les bienvenus. 31 juillet, 14 août, sur le site de demian.com. Il y a toutes les informations. Voilà, on organise ça en Roumanie en août et juillet-août. Et voilà, on fait l'Inde aussi en novembre. Et puis là, on part au Pérou en mai. Mais pour le Pérou, il reste une place. Alors s'il y en a un qui veut venir au Pérou et qui veut aller avec moi sur ses anciens sites, c'est le regagnant, quoi. c'est le regagnant. D'accord. Bon, en tout cas, merci Demian. Le livre, voilà, aussi, pour ceux qui voudraient donc compléter, parce qu'il y a plus d'informations. Ouais, il y a beaucoup voilà, d'infos. Comme tu vois, c'est assez dense, quoi. Voilà. Le DVD et évidemment le livre, voilà, L'autre terre des dieux à découvrir. À regarder et à re-regarder parce qu'encore une fois de plus c'est tellement dense. Ouais, moi j'ai des gens qui m'envoient des mails pour me dire je l'ai déjà regardé 5 fois parce que les sujets sont tellement denses, il y en a tellement que en fait en le visualisant une seule fois on peut pas. Non, c'est vrai. D'ailleurs je l'ai regardé 2 fois pour préparer l'émission. Parce que sinon, oui, il y avait trop de sujets, sinon tu peux pas en une fois, c'est impossible de synthétiser. Ouais. Sinon, pour tout synthétiser, j'étais obligé de le regarder 2 fois moi aussi, c'est normal. En tout cas, merci beaucoup Demian. Merci à vous, merci aux métanotes. Voilà, merci à la régie, merci aux modérateurs, voilà, ils sont moins nombreux, ils étaient nombreux. Merci à toute l'équipe, merci à Yann aussi. Merci aux métanotes. Avec une dédicace spéciale pour Émilie, mais elle n'est pas là, elle n'entendra pas sa dédicace, c'est pas grave. Tant pis, on leur fera une quand elle sera connectée. Voilà, en tout cas, merci à vous, et puis on se rejoint normalement mercredi, si tout va bien. Et puis forcément, si vous écoutez ce message, forcément, c'est que vous êtes la résistance. Voilà, ciao.